Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus nombreux à ces tables rondes sur le tourisme autour du logement en Charente-Maritime. Je vous en prie, Dominique Rabel, en tant que présidente du CAUE. Quelques mots d'introduction. En tout cas, merci madame de nous accueillir. Et c'est vrai que ça fait très plaisir de remplir un amphithéâtre. Voilà, il y a peut-être beaucoup d'entre nous, il y a longtemps qu'ils ne sont pas venus dans un amphithéâtre, donc c'est toujours agréable de revenir à l'université. Voilà, ça nous donne un petit coup de jeune et c'est pas désagréable. Voilà, donc, mesdames, messieurs, chers invités aujourd'hui, chers partenaires, chers collègues élus, d'abord, c'est bien sûr, moi aussi, avec un très grand plaisir que je vous accueille pour ces tables rondes au sein du CAUE sur le thème de Habiter demain. Donc, comme vous l'avez dit, madame, la question de l'habitat et en particulier de l'accès au logement dans notre territoire très spécial est au cœur de nos préoccupations, que ce soit les élus locaux, les techniciens de l'aménagement, les professionnels du tourisme et chacun d'entre nous en tant que citoyen. Nous le constatons chaque jour, le département de Charente-Maritime a une très forte attractivité et nous en sommes très fiers, mais ça fait bien sûr la richesse de notre département, mais en même temps, c'est le corollaire négatif, c'est que ça met en tension le foncier, que les offres locatives sont extrêmement rares et que ça fragilise notre équilibre social et économique, en particulier dans de nombreuses communes. Donc, ces échanges d'aujourd'hui ont simplement pour ambition d'ouvrir un espace de dialogue, d'analyse et de partage d'expériences. Donc, on va explorer les possibilités de réguler la montée des meublés de tourisme et des résidences secondaires, qui est le thème de notre première table ronde, et de réfléchir dans la seconde, ou je ne sais plus si c'est l'inverse maintenant. C'est ça maintenant, parce que ça a tellement changé. Donc, dans la seconde, c'est de réfléchir à l'équilibre à trouver entre développement touristique et pression résidentielle. Donc, je tiens bien sûr à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants qui nous font l'honneur de leur présence cet après-midi, que ce soit en présentiel ou en visio. Donc, ils vont nous apporter, je pense, des éclairages précieux, qu'ils soient économistes, parlementaires, puisqu'on aura M. Ichaniz, des élus, des chercheurs ou des représentants du secteur professionnel. Leur diversité d'intervention reflète bien toute la complexité et la transversalité des enjeux abordés cet après-midi. Donc, merci également à Cyril Poy, qui est journaliste, animateur de ces débats, dont l'engagement dans une fabrique urbaine plus citoyenne résonne tout particulièrement avec l'esprit de cette rencontre. Mais donc, on a l'habitude maintenant de travailler avec vous. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On a de toute façon beaucoup de problèmes, toujours des problèmes à résoudre. Donc, on avait l'année dernière fait avec le réemploi et le faire avec. Chaque fois, on essaye d'avoir des thèmes qui collent à l'actualité. Et je crois que c'est bien. Donc, je vous invite tous à participer activement à ces échanges, que ces tables rondes puissent nourrir d'abord nos réflexions, mais aussi nos décisions, nos outils et nos alliances. Parce que habiter demain en Charente-Maritime, qui est le thème de notre séminaire, c'est défendre aussi un modèle de territoire où chacun peut vivre dignement toute l'année dans un cadre de vie préservé et solidaire. Je vous souhaite des débats riches et constructifs. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente du CAUE.
Et je vais vous demander de rester, non plus en tant que président du CAE, mais en tant que vice-président de la communauté de communes de l'île d'Oloron. Et je vais également demander à Sylvain Dejean de nous rejoindre. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir deux invités très fortement engagés. Un par sa pratique en tant que maire, le maire de Chamonix, Éric Fournier, et un en tant que député, Iñaki Echaniz. Bonsoir Iñaki Echaniz. Vous êtes député et co-rapporteur de la loi Lemeur-Echaniz qui a en novembre dernier, établi un certain nombre, donné tout un tas de leviers, de pistes et d'outils pour permettre aux territoires et aux communes de mieux réguler l'impact que peut avoir le tourisme sur une commune ou sur un territoire. J'ai bien noté, Monsieur Fournier, que vous étiez disponible jusqu'à 18h, c'est bien cela? Excusez-nous pour ce petit décalage, c'est cela. Et j'ai bien noté, Iñaki Echaniz, également que vous étiez disponible à votre bureau jusqu'à 17h45 et qu'ensuite on va pérégriner avec vous puisque vous avez accepté et proposé surtout de poursuivre la conversation depuis votre automobile puisque vous avez un rendez-vous derrière. Donc nous voyagerons tout à l'heure avec Iñaki Echaniz. Peut-être on va commencer avec vous, Iñaki. Alors j'ai pas présenté Sylvain Dejean, qui est docteur en économie et maître de conférences à La Rochelle Université et qui est spécialiste du tourisme notamment, et Dominique Rabel, mais là, je le répète, vice-présidente de la communauté de communes de l'île d'Oloron et qui va nous parler en politique maintenant, après avoir parlé en président du CAE. Iñaki Echaniz, on commence tout de suite avec vous. Pourquoi il fallait une loi? Est-ce que c'était nécessaire et pourquoi? Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je salue l'ensemble des personnes qui sont dans la salle et entre l'île d'Oléron et Oloron-Sainte-Marie où je me situe, on fait souvent l'amalgame, donc c'est toujours un plaisir de venir parler de nos sujets communs aujourd'hui. Et un salut spécial à M. Fournier, maire de Chamonix, qui était à nos côtés pour ce texte et qui est l'un des premiers à avoir mis en œuvre un certain nombre de mesures sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, notamment la question de la servitude. Pourquoi c'était nécessaire? Parce qu'on était aujourd'hui face à une réglementation insuffisante au vu du phénomène qui s'étendait de façon extrêmement importante sur l'ensemble des territoires et qui ne concernait plus que les territoires, attention, ou les territoires touristiques, comme c'est le cas de l'agglomération Pays Basque, de la Côte Basque ou de votre situation en Charente-Maritime. Et on avait des outils qui existaient, mais qui étaient défaillants et qui n'étaient pas accessibles à tous. Donc il fallait rénover ces outils et aussi poser la question de la fiscalité qui apportait un élément supplémentaire et incitatif de la part de l'État pour participer à ce phénomène. Et dans les grandes lignes, on était passé de 300 000 meublés en 2016 à plus d'1 million, à 1,2 million aujourd'hui. Et donc, ce phénomène-là participait, et je tiens à dire participer, à la crise du logement que connaît notre pays de façon globale et encore plus les territoires en zone tendue que nous connaissons. Et j'insiste sur le participer parce qu'on nous a souvent accusés de vouloir mettre sur le dos des meublés de tourisme toute la question de la crise du logement, ce qui n'est pas une réalité. Ils y participent, tout comme le tourisme est un pilier important du secteur économique de nos territoires. Mais il fallait justement trouver un équilibre entre vie à l'année, vie étudiante, ça a été dit en introduction, et vie touristique. Ce qui n'était plus le cas aujourd'hui parce qu'on avait une expansion bien trop forte du nombre de meublés de tourisme. Donc il fallait arriver à une régulation et non pas dans quelques années, si on ne faisait rien, à une interdiction, comme on le voit dans d'autres territoires européens ou internationaux où la crise est telle que des mesures extrêmement strictes sont prises par une interdiction pure et simple. Donc on a pris notre bâton de pèlerin avec Anaïg Lemeur pour essayer d'apporter des réponses aux communes qui mettaient déjà en œuvre une réglementation, apporter des réponses à ceux qui ne pouvaient pas les mettre en œuvre et qui en faisaient pourtant la demande, et d'être dans le préventif plutôt que dans le curatif, et d'interroger l'État sur sa politique fiscale vis-à-vis des enjeux du logement en 2024.
Merci Iñaki Echaniz. Éric Fournier, vous êtes maire de Chamonix. On reviendra tout à l'heure sur ce que vous avez décidé d'utiliser parmi les outils qui ont été proposés par cette loi. Iñaki Echaniz disait que vous aviez participé, vous avez témoigné de ce qu'était aujourd'hui la réalité du logement sur votre commune. Expliquez-nous finalement comment, avant cette loi, dans quelle situation était le maire que vous êtes face au tourisme, puisque là, vous utilisez une disposition particulière, mais quel était votre état d'esprit face à un phénomène que visiblement vous ne pouviez pas contrôler? Oui, merci beaucoup à toutes et à tous. J'ai un léger écho, j'espère que ça va chez vous. Ça va très bien, on vous entend parfaitement. Parfait. Alors écoutez, oui, d'abord, je salue également le député Echaniz et je le remercie vivement du travail qui a été effectué. Il y a eu un très beau travail parlementaire qui a permis de remonter les demandes des élus insulaires, maritimes ou montagnards. J'entendais il y a un instant Madame la Présidente du CAUE et je crois que la vision que vous avez de la Charente-Maritime pourrait s'appliquer en Haute-Savoie pratiquement mot pour mot. Alors, comment étions-nous avant cette loi? On était dans une situation de faiblesse. C'est-à-dire qu'on avait une mission en œuvre pour résoudre le problème de logement que nous avons sur notre territoire, les outils traditionnels de production de logement social notamment. Pour autant, on n'avait pas cette reconnaissance spécifique, notamment des territoires touristiques et des possibilités d'action qui sont maintenant à la main des maires. Alors ici, à Chamonix, on a dû à la fois faire un effort de production de logement social très important. Je rappelle que sur 13 000 biens immobiliers, on a 70% de résidences secondaires, 4 000 biens environ qui sont mis sur les plateformes, les fameuses plateformes d'intermédiation type Airbnb, et à coût du foncier du accroissement très élevé, on est au niveau des investissements chers de la région parisienne. On est plutôt à le prix moyen du mètre carré en neuf, c'est entre 12 et 14 000 euros le mètre carré. Autant dire que pour un habitant, s'il a un salaire correct, il est impossible de se loger s'il n'est pas lui-même déjà propriétaire, si la famille ne l'a pas logé. Donc on était vraiment dans une situation très compliquée, avec en plus un État qui n'écoutait pas trop les demandes que nous lui faisions, notamment pendant le de placement en zone tendue. Quand on était en zone tendue, excusez-moi, monsieur, sur la main des maires et la possibilité de régulation immobilière. Excusez-moi, monsieur Fournier, je vous coupe un totalement améliorée. On a mis en place l'ensemble de ces outils depuis 1 an et demi, et notamment dans notre PLU qui est actuellement en phase. On a arrêté le PLU, donc on est juste avant la consultation publique. On a décidé de mettre en œuvre les possibilités offertes par la loi nouvellement votée, monsieur le député, en novembre dernier, et notamment de mapper tous les territoires restants en construction, à l'exception de ceux qui figurent dans les OAP, en dispositif spécifique pour nos habitants permanents. Donc c'est un petit peu une révolution pour le territoire. Mais moi, je m'appuie aussi sur ce dispositif pour mieux faire passer de l'autre côté les dispositifs de la loi, de la mise en place du SAD. C'est très compliqué pour nous, territoire touristique, d'expliquer qu'on allait réduire les objectifs de construction de 50% et qu'en plus, on allait réserver le 50% résiduel uniquement à des gens qui avaient un portefeuille de plusieurs millions d'euros. Donc là, la loi que vous avez contribué à écrire et à faire voter nous permet effectivement d'offrir dans le PLU j'espère, une perspective qui sera meilleure quand bien même ça secoue un peu localement et on a beaucoup besoin de l'aide de l'État pour nous appuyer, de la DDP, pour nous appuyer dans la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositifs. Donc vous avez utilisé, vous avez devancé une question, vous avez utilisé, j'allais dire, la disposition Grosse Bertha, le gros canon de la loi Le Maire-Echaniz, c'est-à-dire celle qui interdit de construire dans les nouvelles constructions des résidences secondaires pour réserver les constructions à des résidences principales. C'est une loi, c'est une disposition qui est extrêmement forte. Peut-être Iñaki Echaniz, est-ce que vous pouvez nous décrire le bouquet d'outils que permet cette nouvelle loi et en quoi elle vient s'ajouter et compléter ce qu'il était possible de faire auparavant avec, j'allais dire, le droit commun avant novembre 2024.
Tout à fait. Et je crois qu'il faudrait que vous coupiez votre micro pendant que je parle pour qu'on n'ait pas l'écho. Parce que je crois que M. Fournier a eu le même écho parce qu'on s'entend en rebond dans la salle. Alors, la technique... Mais sinon, je peux m'en sortir en me concentrant un petit peu. Je m'entends en stéréo, mais c'est pas bien grave. Sur les outils permis par ce nouveau texte. Sur le point de départ, on rend l'enregistrement, la déclaration obligatoire via un téléservice national. Donc, c'est un téléservice centralisé qui permettra d'avoir l'ensemble des numéros d'enregistrement pour avoir un regard plus fin sur effectivement le nombre réel de meublés de tourisme et de contraindre aussi les plateformes de retirer les annonces et ou de sanctionner ceux qui les utilisent de façon frauduleuse. Ensuite, on vient généraliser la boîte à outils à toutes les communes. Jusqu'à présent, il n'y avait que les communes en zone tendue qui avaient droit à un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, l'ensemble des communes qui le souhaitent pourront le mettre en œuvre et ne seront pas obligés d'attendre d'être dans cette fameuse zone tendue qui aujourd'hui ne correspond, qui est toujours en décalage avec la réalité des territoires. Donc, l'autorisation de changement d'usage pour tout le monde. Ensuite, on va venir faciliter l'usage de la preuve, notamment avec les retours des communes qui nous étaient faits sur leur obligation de prouver qu'au 1er janvier 70, le bien soumis au changement d'usage était un bien à usage d'habitation. C'était quelque chose d'extrêmement compliqué pour les communes parce qu'elles devaient aller dans les archives et trouver le chiffre, enfin la mention exacte, ce qui mettait en difficulté un bon nombre de communes. Donc, on est venu simplifier ça avec les 30 dernières années précédant la demande d'autorisation ou entre 70 et 76. Ensuite, on est venu assurer juridiquement le principe de compensation et les quotas parce qu'ils étaient systématiquement attaqués en justice par des personnes qui étaient réfractaires à l'encadrement. Donc, la compensation est aujourd'hui bordée juridiquement et les quotas qui étaient déjà mis en œuvre mais qui n'avaient pas d'existence juridique ont désormais une existence juridique qui permet d'avoir des autorisations temporaires sur une ou plusieurs zones qui ne peuvent dépasser 5 ans. Donc ça, c'est les outils les plus connus. Ensuite, on a effectivement la question de servitude, qui est la résidence principale qui vient d'être exposée par Éric Fournier, qui est un des outils qui a le moins fait parler au moment de l'examen du texte, mais qui est pour le coup un outil fondamental et une première étape dans la reconquête du logement permanent, qui permet effectivement aux communes en zone tendue ou ayant 20% de résidences secondaires de dire que tout ce qui se construit désormais est de la résidence principale. On est resté au seuil de 20% et de zone tendue, contrairement à ce qu'on a fait pour l'ensemble du texte, pour passer les fourches du Conseil constitutionnel, parce que c'est effectivement un outil novateur, un outil qui, pour certains, nos contradicteurs, porte atteinte au sacro-saint droit de propriété. Oh, mais il nous fallait avec les SMS aussi. Des mesures équilibrées avec ces 20% de résidences secondaires ou les zones tendues. Et on espère à terme pouvoir descendre à 15%, 10% ou généraliser ce principe de la servitude. Voilà pour les grandes lignes qui sont des outils qui sont mis en œuvre. C'est à la fois une généralisation et une affirmation plus importante excusez-moi, j'ai un double appel, des outils existants pour toutes les communes. Il y a aussi des mesures fiscales. Il y a aussi voilà, du fiscal dans la loi. Donc, des mesures fiscales, je l'ai dit en introduction, on avait une politique venant des services de l'État qui était ultra incitative. On avait un abattement de 71% jusqu'à 188 000 euros de revenus pour les loueurs de location courte durée. Classés. Et un abattement de 50% jusqu'à 77 000 euros pour les meublés non classés. Alors qu'en parallèle, on avait, pour les loueurs de logements permanents, un abattement de 30%
sur 15 000 euros de revenus. Donc, on avait un décalage extrêmement important qui, en période de crise de logement, ne se justifiait plus. Et en période de difficulté budgétaire, interroger sur le fait de permettre à des gens qui gagnaient bien plus à la semaine ou au mois de payer encore moins d'impôts, de ne pas participer à l'effort fiscal et notamment des propriétaires qui profitent de l'attractivité des territoires, du fait de l'investissement des collectivités locales, du fait des services publics présents, du fait des politiques publiques mises localement en place, avec des collectivités qui tirent la langue sur le plan budgétaire. Donc, on était un peu dans une situation assez peu tenable. Et dès le début, nous, on a posé la question de qu'est-ce qui justifie ces abattements-là. Et on n'a jamais eu de réponse. Et donc, il fallait venir rééquilibrer. Donc, on est passé de 71 à 50% pour les meublés classés et de 50 à 30% pour les meublés non classés. Sachant qu'on a dû, entre guillemets, s'arrêter là, alors que notre objectif était d'aligner purement les taux pour pouvoir faire avancer le texte. Parce qu'on a malgré tout fait face à de très nombreuses oppositions avec l'argument du petit propriétaire, même si les faits sont têtus, c'est qu'aujourd'hui, on a changé de module, c'est-à-dire qu'on est parti du propriétaire qui avait un logement qui louait lui-même quand il n'y était pas, ou qui louait sa propre résidence secondaire quand il n'y était pas, mais face à des investisseurs qui achètent des logements ou des immeubles entiers pour les transformer uniquement en meublés de tourisme dans lesquels ils ne mettent jamais les pieds et qui profitent de cette fiscalité incitative. Donc, il fallait réformer tout ça et on a continué nos travaux, notamment sur le régime réel, où on a découvert encore plus gros que ce qu'on appelait la niche fiscale Airbnb, c'est-à-dire que 70% des propriétaires qui sont au régime réel et qui font du meublé de tourisme ne payent pas du tout d'impôts sur leurs revenus. Donc là, on a une stratégie pour échapper à tout impôt et à toute contribution collective. Et en 2025, dans la situation de notre pays, c'est pas acceptable parce qu'ils cumulaient différents amortissements pour créer un déficit et donc ne pas avoir à payer d'impôts. Donc, on est venu faire une deuxième proposition en parallèle de la loi, notamment dans le projet de loi de finances qui a été adopté en séance, mais pas conservé au 49.3, de venir chercher ces gains fiscaux sur le réel et de les réattribuer à l'allocation longue durée pour apporter un coup de pouce et pour monter de 30 à 50% sur l'allocation longue durée pour encourager les propriétaires à faire de l'allocation longue durée. Ça, c'est pas encore appliqué. Ce n'est pas encore appliqué. Ce qui est appliqué, c'est la baisse du micro-BIC, donc de 71 à 50 et de 50 à 30. Et on continue de batailler ferme, notamment dans le prochain budget, pour que Bercy, qui cherche des économies, puisse accepter cette mesure qui fait consensus sur les bancs, hormis l'extrême droite, qui est le seul groupe politique qui s'est totalement opposé au texte. Et cette mesure du réel pour le réaffecter aux longues durées a été votée au dernier budget, mais n'a pas été retenue de 49 francs. C'est combien le montant de la cagnotte, là? Alors, je vous avoue que je ne l'ai plus en tête. Mais on est en milliards d'euros ou on est en centaines de millions? C'est plusieurs millions d'euros et qui ne coûterait rien à l'État parce que les calculs font que ce qu'on récupère sur le réel équivaut à ce qu'on fait sur la longue durée, sachant que la longue durée rapporte aussi de l'argent localement dans les territoires. Donc, c'est tout bénéfique pour à la fois les finances de l'État et pour la vie sur les territoires et pour les collectivités locales. Monsieur Fournier, vous disiez tout à l'heure que ça n'avait pas été sans mal d'expliquer à vos administrés que vous alliez leur interdire, enfin, en tout cas aux prochains, à ceux qui avaient des projets de construction, puisqu'on a bien compris que vous êtes dans une ville où il y a toute l'économie, quasiment, tourne autour du tourisme. Il y a des locaux qui font aussi, qui participent à cette économie, qui en vivent, mais il y a aussi des fonctions support, des gens qui, des écoles, il y a aussi des gens, j'allais dire, classiques, qui ne sont pas forcément connectés à cette économie, qui y vivent aussi. Est-ce que vous pourriez nous témoigner un petit peu finalement de ce qu'on vous a dit? On dit toujours que le maire est à portée de baffe. Finalement, comment les gens ont réagi? Parce que on est tous confrontés, qu'on soit
En discutant avec pas mal d'élus, je sais que Madame Rabel avait rapporté aussi ces témoignages, les mêmes qui disent ah ben non, vous n'allez pas quand même m'interdire de louer un logement, vont se plaindre également quand il n'y a pas de logement et pour leurs enfants, surtout de logement abordable. On est dans des paradoxes. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu témoigner de ce que vous avez vécu et si ces situations paradoxales, vous les avez également identifiées et connues sur votre commune? Oui, tout à fait. C'est la différence en fait entre intérêt particulier et intérêt collectif. Je crois que collectivement, les administrés sont très heureux des efforts que nous faisons pour changer un peu le paysage de la production de logements et du retour sur le marché du logement d'un certain nombre d'habitats qui étaient plus autorisés. Pour autant, effectivement, là où nous avons eu des difficultés, c'est pour le PLU à expliquer à des gens qui, vous savez, moi j'ai découvert que les gens avaient un nombre d'enfants, les chéronières avaient des enfants pour incalculable. Parce qu'à chaque fois que je leur ai dit, ah, tiens, là, on va devoir faire un terrain, mais ça va être uniquement pour l'habitat. C'était pour un enfant que je devais construire. Donc il fallait le laisser en situation. Monsieur Fournier, on vous entend très très mal, ça coupe un petit peu. Monsieur Fournier, si vous m'entendez. La nécessité sur une commune qui compte, je le disais, une communauté de communes. Si je vais voir ça à cette échelle-là, 80 000 lits touristiques, que l'objectif, c'était pas d'en avoir 90 000 ou 100 000, c'est d'être faire en sorte, parce que je sais que c'est la préoccupation de votre seconde table ronde, de garder le meilleur équilibre possible entre un niveau économique et touristique que nous nions absolument pas, mais aussi composante sociale et population permanente est absolument essentielle. Et donc, il a fallu expliquer, nous sommes vraiment sur ce stade-là, que les mesures prises dans le PLU, avec, je le redis, parce que nous, cette présidente PLU intervient assez tardivement, donc on n'avait pas grenélisé, entre guillemets, notre PLU, donc on met en même temps le ZAN, donc les conséquences en fait du Grenelle, et de l'autre côté, les propositions résidents permanents. Donc il a fallu convaincre de cet aspect-là des choses. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, on s'est rendu compte qu'en fait, ils voulaient continuer à spéculer sur leur terrain et prétendument en le gardant pour leurs enfants, mais en fait en séparant véritablement l'opération immobilière. Et puis, on a un gros travail de conviction à faire sur ce qu'on a proposé en termes de changement d'usage, parce que là, la problématique des plateformes est également très forte au territoire. Et là, de trouver le bon équilibre entre la capacité à laisser à un habitant un complément de revenu. Typiquement, on a sur le territoire, ça s'appelle Chamonix-Mont-Blanc, mais pour autant, j'ai 80% de ma population qui est éligible au logement social. Donc, on n'a pas que des hauts salaires. Et on a beaucoup de personnes qui ont investi dans un bien pour se faire un complément de retraite, par exemple, typiquement le moniteur de ski, le guide d'haute montagne. Et là, il a fallu trouver le bon équilibre. On ne peut pas casser ça. On peut faire effectivement le louer, il faut qu'on soit dans une dynamique du volet court. Il y a quelques années, toutes les thématiques qu'on avait avec les statistiques sur ces fameux volets clos. Par contre, de trouver le bon équilibre, que de dire en disant un bien par personne, physique et moral, nous semble pertinent. Un bien par personne, donc on peut facilement quand même trouver des solutions. Moi, ce sur quoi je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand on voit un opérateur, un fonds de pension qui achète un immeuble, qui met une série de boîtes à clés et qui nous fait un immeuble fantôme dans le centre de Chamonix. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place l'ensemble de ces dispositions, la loi Le Maréchanisme, les dispositions régulation plateforme, et nous continuons dans toute la diversité de l'action possible, du classique avec l'opérateur social jusqu'au BRS, à produire du logement social. Ces trois volets nous semblent être de nature à rééquilibrer les pourcentages de population permanente et touristique secondaire. Et je le redis, moi je suis pas du tout opposé, c'est pas une politique anti-résidence secondaire. Les résidences secondaires qui sont installées depuis longtemps dans la vallée de Chamonix, on les aime bien, même si on les a un petit peu surtaxées avec la THRS, mais on essaie de trouver
bons équilibres possibles. Et même pour eux, plus 50 de la présidence, exact, j'avoue. Mais il faut trouver aussi les moyens de faire nos politiques. Voilà. Vous disiez plus 50, c'est ça? C'est une perpétuelle conviction à avoir vers nos administrés. Monsieur Fournier, vous disiez donc un logement par ménage et plus 50% de surtaxe sur la TH, sur la taxe d'habitation? Un logement par personne. Et oui, plus 50 sur la TH, bon. Effectivement. Ok, il vous reste 10% encore pour aller au maximum de la surtaxe. Ça fait encore des marges de manœuvre. Merci, Monsieur Fournier. Dominique Rabel, là, c'est la vice-présidente de la communauté de communes de l'île d'Oléron que j'interroge. La communauté de communes a aussi pris des positions, parce que Éric Fournier parle de 70%, on n'est pas loin sur le territoire de l'île d'Oléron aussi de ce pourcentage de résidences secondaires sur l'île. C'est ici. Hop. C'est là. Voilà. Oui, alors sur toute l'île d'Oléron, on a 58% de résidences secondaires en moyenne. Mais dès qu'on atteint certaines communes, on est à 70% ou à 80% même de résidences secondaires. C'est la moyenne qui est à 56 ou 58. Donc moi, à Saint-Georges-d'Oléron, par exemple, j'ai 72% de résidences secondaires et à La Bray, on a 80 à 85% de résidences secondaires. Donc voilà, un chiffre extrêmement important. Un chiffre extrêmement important. Alors, est-ce que, du coup, là c'est un territoire qui a essayé d'agir de manière concertée. Qu'est-ce que la communauté de communes de l'île d'Oléron a mis en place? Quelle a été, et pourquoi aussi, un petit peu les mêmes questions. Vous en êtes arrivé à avoir une position commune. Pourquoi et finalement, quelle est cette position commune? Alors d'abord, on était ravis que la loi Le Maire-Uchanise arrive. Alors, parce que vraiment, on pouvait féliciter l'un de ses co-rapporteurs. On les félicite parce que ça a vraiment été le déclencheur et on l'attendait avec impatience. D'abord, on a été heureux de la taxation supplémentaire sur les résidences secondaires, qu'on passe, pas la taxation supplémentaire plutôt, je veux dire sur la taxe d'habitation. Non, la diminution de sur le fiscal. Voilà, sur le fiscal, ça c'était la première manœuvre qu'on attendait. Sur le fiscal, je précise pour tout le monde, c'est-à-dire qu'avant, Inaki Echadis le rappelait tout à l'heure, oui, il le rappelait, on pouvait baisser les revenus à jusqu'à 71%. Ouais. Voilà. Alors que si on louait à l'année une maison, on peut pas avoir cette baisse de revenus. Donc c'est assez embêtant. Enfin, on peut pas louer à l'année. Donc tout le monde nous disait pourquoi veux-tu que je loue à l'année puisque j'ai des avantages fiscaux extrêmement intéressants et que j'ai 70% d'abattement fiscal. Donc il y avait vraiment ce problème entre les deux abattements. Donc on pouvait pas lutter contre ça. D'autant qu'en plus, tous ceux qui ont envie de louer en meublé de tourisme nous disent aussi qu'ils ne sont pas protégés suffisamment quand ils louent à l'année une maison et qu'on peut avoir des très bons locataires, et ça marche très bien, mais qu'on peut avoir aussi des très mauvais locataires et que soit on ne récolte pas les loyers, soit pire encore, on récupère une maison complètement détruite. Donc c'est vraiment les arguments. Donc tout ça, toutes ces lois viennent nous aider à résoudre ces problèmes. Donc à Oléron, on s'est d'abord aperçu qu'il y avait depuis 4 ans 54% d'augmentation du nombre de meublés de tourisme. En 4 ans. En 4 ans, donc avec une proportion, puisque le dernier chiffre qu'on a c'est en 2023, pratiquement 28% de meublés de tourisme sur le territoire par rapport à l'offre de logement, ce qui est énorme. Et moi, dans ma fonction de maire, il ne m'arrivait pas une semaine sans que j'ai des gens qui viennent me dire que leurs propriétaires que leur bail s'arrêtait et que leurs propriétaires vendaient la maison ou voulaient récupérer la maison. Et comme par hasard, c'était pour en faire un meublé de tourisme. Donc on s'est trouvé confronté avec vraiment un gros problème de logement dans un marché déjà, vous l'imaginez bien, sur l'île d'Oléron, extrêmement tendu. Donc on s'est tout de suite saisi de la loi en disant
Alors il faut qu'on prenne les meilleures mesures. La première mesure, ça a été donc sur les meublés de tourisme, la régulation. Donc ça sera pour. Mais avant ça, il y avait une histoire d'argent aussi. Vous avez gagné un petit pactole, mais oui, mais c'est aussi. Vous voulez que je parle de ça? C'est aussi une action politique parce que c'est pas rien. Vous avez gagné la grosse cagnotte quand même avec. Oui, mais c'est pas la régulation des meublés de tourisme qui ont fait ça. C'est Oléron maintenant est connu pour avoir fait plier Airbnb, puisque nous avons pour l'instant une amende de 8,6 millions d'euros. Donc de la part d'Airbnb, qu'on a mis de côté, on les a touchés, mais on les met de côté évidemment parce qu'il y a encore un appel qui est fait. Donc on va voir ce que ça va donner en appel. En fait, Airbnb en 2020, on s'est aperçu que Airbnb ne nous donnait aucun fichier et ne nous prévenait nullement des locations qu'il faisait. Donc on ne touchait aucune taxe de séjour de la part d'Airbnb. Et quand on leur a demandé de nous fournir la liste de leurs locataires ou de leurs usagers d'Airbnb, ils ont fait la sourde oreille, ils ne nous ont rien fourni. Donc évidemment, il y a eu un gros travail de la part de la communauté de communes d'Oléron pour regarder toutes les annonces qui étaient faites et au fur et à mesure de retrouver les propositions qui étaient faites par Airbnb. Et donc, on a produit tout ce dossier au juge, donc à la justice, en montrant qu'on avait vraiment un énorme manque à gagner sur Oléron du fait de ces plateformes. On a fait la même action pour Le Bon Coin et pour Booking, mais Le Bon Coin et Booking ont répondu tout de suite et ont régularisé ce qu'ils nous devaient. Donc on a encore chez Booking un petit peu, mais enfin c'est Airbnb et donc jamais on ne pensait pouvoir faire plier un géant comme ça. Et quand on est arrivé au tribunal, évidemment, nous, on arrivait avec, je ne dis pas que les avocats Rochelet sont des petits avocats, mais on est arrivé avec un avocat plutôt local et eux sont arrivés bardés de tous leurs avocats internationaux. Vous avez dit, on est plié, c'est fini, on n'aura jamais. Et en fait, non. On a gagné contre Airbnb. Et oui, vous pouvez. Voilà. Et c'est vrai que ça a été une grande satisfaction. Tenez le micro comme ça. Oui. Juste pour revenir sur ce que vous avez mis en œuvre rapidement, avant de passer la parole à Sylvain Dejean, qu'est-ce que la communauté de communes a mis en œuvre pour compléter un petit peu l'approche de la CDC de l'île d'Oléron ? Alors, donc, à travers la communauté de communes, on est 8 communes et donc on travaille tous ensemble et on applique les mêmes règles. Alors, je veux dire, comme Monsieur Fournier, on n'est pas anti-résidence secondaire. C'est ça vraiment, c'est un message qu'on veut faire passer. Il est hors de question qu'on attaque nos résidences secondaires et nous-mêmes, on a même mis en place une autorisation aux résidents secondaires de louer leur maison pendant quelque temps avec une limite. Et la même chose pour les résidents principaux, donc qui ont droit de louer leur maison pendant 120 jours. En revanche, sur tous les meublés de tourisme, c'est à cette catégorie qu'on s'attaque, puisque donc 54% de résidents de meublés de tourisme en plus, c'est plus possible. Donc on a pris les mesures, c'est-à-dire qu'on limite le nombre de meublés de tourisme. On a mandaté donc l'université d'ailleurs pour nous faire une étude, pour nous calculer le nombre de meublés de tourisme qu'on avait sur le territoire.
Et on a dit, c'est fini, on bloque au nombre. On a rajouté quand même, pour pas être très désagréable quand même, on a rajouté 10% par commune de possibilités de meubler de tourisme, mais une inscription, l'inscription obligatoire bien sûr, hein, qu'on a fait valoir, 10% sur Saint-Georges, 600 logements meublés de tourisme reconnus sur 4000 habitants, donc c'est quand même pas mal. Et donc on a rajouté jusqu'à 660 pour aller récupérer ceux qui ne s'étaient pas déclarés. Voilà, aussi, un petit peu aussi ça. Et puis limité à 4 logements par propriétaire uniquement et pour 4 ans. Donc après, on renouvelle s'il faut. Mais là, c'est... Alors, pourquoi 4 par propriétaire? Parce que ça peut être... L'île de Ré a mis beaucoup moins. Je ne sais pas si Madame Luton est là. Madame Luton est là. Elle est là. Donc, elle nous expliquera pourquoi. Voilà. L'île de Ré a fait moins, mais nous, on a aussi, comme le disait Éric Fournier, on a aussi des gens dont c'est le complément de revenus. Il y a des gens qui sont à la retraite, des petites retraites d'agriculteurs ou autres, et qui ont fait toujours ce métier, entre guillemets, d'accueil de nos touristes et qui ont ce complément de revenus. Donc, il y en a certains qui ont 3 ou 4 meublés. Mais la grosse différence aussi, et j'entendais avec les boîtes à clés, moi, que je chasse le plus possible, je trouve que c'est un système absolument épouvantable. Les gens qui ont ce genre d'accueil, ce sont plutôt des gîtes, les gîtes de France, qui, eux, accueillent les touristes, leur expliquent le tourisme, leur expliquent ce qu'il faut voir, enfin les accueillent toujours avec un petit cadeau, avec cette notion d'accueil, d'hôte. Et ça, c'est extrêmement important de faire la différence entre les immeubles qu'on connaît aussi, les gens qui achètent des immeubles de revenus, qui font 12 meublés de tourisme avec 12 boîtes à clés. Donc on ne connaît pas les gens et il n'y a aucun accueil. C'est pas du tout la même chose. On va peut-être donner la parole à Éric Fournier, parce que dans 4 minutes, normalement, il doit partir pour... je crois il doit partir. Il est pris. Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Monsieur Fournier? Et ensuite, on écoutera Sylvain Dejean où on remettra en perspective l'économie du tourisme. Monsieur Fournier, donc en 4 minutes, qu'est-ce que vous attendez des effets de cette mesure? Et s'il fallait aller plus loin, qu'est-ce que le maire de terrain que vous êtes demanderait à Iñaki Echaniz, qui est tout oui, on l'a bien compris, de retour des maires confrontés à ce type de phénomène? Alors, on ne vous entend pas. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Non? On ne vous entend pas. Attendez, hop. Allez-y. Voilà, ça devrait aller. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je remercie vivement les parlementaires qui ont fait un travail vraiment important d'écoute des élus des communes touristiques. Si jamais encore une recommandation, une suggestion à faire, moi, elle tient beaucoup sur le lien entre la fiscalité et le travail que nous portons actuellement à la fois sur le logement et sur la transition écologique. Je m'explique. Je ne veux pas tout demander à l'État dans un contexte qui est celui qu'on connaît, où le budget de l'État est extraordinairement difficile à construire. Par contre, les communes touristiques sont doublement, mal considérées. Dans un premier temps, elles n'ont pas eu, comme nous le disions, l'arsenal législatif et réglementaire qui leur permettait d'intervenir sur le logement. Elles sont également confrontées à des difficultés notoires liées à la transition. Alors, j'imagine, Madame la Présidente ou la Vice-Présidente, Madame la Vice-Présidente, que les communes de votre communauté de communes, par rapport au phénomène de réchauffement climatique, vous avez plein de choses. Nous, on en a plein en zone de montagne. Et on a un législateur parisien qui ne considère pas les efforts qui doivent être portés sur la transition, les efforts qui doivent être portés sur le volet social dont nous venons de parler, et qui par contre nous taxe très fort. Je ne sais pas si vous contribuez au type du SPIC, au type du DILICO, par exemple. Là, c'est des acronymes que les élus connaissent, hein, mais sur les fonds de péréquation, on nous considère une commune touristique, c'est à la fois la plus riche du territoire et la plus pauvre. Ça dépend de l'indicateur que vous prenez.
on a 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois les recettes de fonctionnement qu'on a sur la moyenne de la strate, mais on a 4 fois, 5 fois, 10 fois les dépenses qu'on doit faire. Et moi, la proposition que je fais, c'est très simple, c'est de dire, contribuons à la solidarité nationale, mais sur le logement et sur le réchauffement climatique, sur lesquels on a des choses aussi à porter. Et quand on parle du social, il y a le côté de l'habitabilité qui est également lié à nos politiques de transition. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un fonds avec une partie de cet argent récolté qui revienne sur les territoires maritimes, littoraux et montagnards qui sont très conservés? Moi, mes deux principaux postes d'investissement, c'est le logement et la transition pour l'habitabilité des territoires. Et qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Avec beaucoup de respect au député Chanis qui nous a beaucoup écouté. Et franchement, j'ai pas envie de dire que c'est là, en toute la cause, médaille et 2 fois la médaille sur le sujet. Le petit plus qu'il pourrait y avoir, c'est un phénomène de reconnaissance de l'équité territoriale et pas de l'égalité, c'est-à-dire faire en sorte que les territoires qui doivent dépenser beaucoup plus pour garder leur population, avec des enjeux économiques, mais également surtout sociaux et environnementaux, eh bien, puissent être regardés un petit peu différemment sur le plan fiscal. Et enfin, dernière chose, peut-être étendre les modalités d'action qu'on pourrait avoir sur le logement. Vous savez, par exemple, sur la rénovation énergétique, vous voulez faire de la rénovation énergétique, vous pouvez dispenser votre habitant d'une partie d'une taxe, de la taxe foncière. Pour autant, les critères sont extrêmement limitatifs. Là aussi, moi, quelqu'un qui mettrait en location, par exemple, son logement, je serais assez disposé à dire je te fais une gratification t'exonérant pendant 5 ans de 50% de ta taxe foncière, par exemple. Il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut mieux travailler. Et doit peut-être à la main des maires, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais ça serait intéressant de redonner un petit peu de souplesse à ces dispositifs. Je vous remercie vivement. Je vais devoir vous laisser, mais toujours un très grand intérêt à écouter et à prendre des conseils et des observations de la part d'élus, d'universitaires ou de socioprofessionnels qui partagent les mêmes problématiques que nous, qu'on soit dans une zone de montagne ou une zone du littoral. Donc un grand merci pour votre invitation et à poursuivre ce type de collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fournier. Vous êtes chaleureusement applaudi dans la salle. Merci pour votre disponibilité dans un emploi du temps contraint. Vous n'allez pas écouter Sylvain Dejean, que je vais interroger maintenant, mais je pourrais vous mettre en relation. Il a plein de choses intéressantes à dire, et notamment sur l'aspect historique du tourisme. Merci, Monsieur Fournier, au revoir, et bonne inauguration, ou en tout cas bonne rencontre avec votre population, parce que je crois que c'est un événement public auquel vous allez assister. Et j'en profite de l'entre-deux pour vous dire que j'ai basculé dans ma voiture. Alors, Iñaki et Chanis, ça coupe un petit peu dans votre voiture. Et que je ne vais pas devoir tarder à vous quitter. Très bien, mais écoutez, on vous remercie aussi très chaleureusement, Iñaki et Chanis. La salle va applaudir également votre intervention. Merci, monsieur le député. Et je ne sais pas si vous avez entendu les félicitations d'Éric Fournier et de madame Rabel également. Merci encore et peut-être à un prochain débat sur les évolutions de cette législation. Au revoir. On vous a perdu, je crois. Voilà, on vous a perdu. Sylvain Dejean, désolé de vous interroger si tard, Sylvain Dejean, mais on avait des maires et un député, un maire et un député qui étaient contraints. Mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que ces débats sur le tourisme et sur l'impact du tourisme, on les découvre à l'aune de cette massification, mais en fait, ça a toujours existé. J'entendais même ce week-end sur une grande radio française quelqu'un dire que finalement Airbnb, ça date pas d'aujourd'hui, mais que certains territoires et certains pêcheurs, lorsqu'ils partaient pour de grandes pêches, finalement, mettaient leurs affaires au galetas, au grenier, et louaient leur logement. Donc le tourisme, on le découvre par son effet de masse, mais en fait, c'est pas un phénomène nouveau. Oui, d'abord, bonjour à tous. Alors, il faut, je crois, pousser vers le haut, voilà. Si je ne sais pas utiliser les micros des amphis chez moi. Voilà. Si, c'est bon, ça marche. C'est bon. Ouais. Non, merci de m'avoir invité. Alors, sur l'aspect historique, d'abord, peut-être que tout le monde ait bien en tête que le tourisme en France, c'est un secteur extrêmement important. Mais depuis toujours. C'est un des premiers secteurs. C'est un des premiers. Donc, en fait, ça représente quelque chose comme... alors, la richesse produite par le tourisme, c'est autour de 7-8%
PIB. de toute la richesse produite en France, donc du PIB, ce qui est quand même énorme. Et en fait, si on le place dans l'ensemble des secteurs d'activité économique, on n'est pas loin d'être le premier. Par comparaison, l'aéronautique, par exemple, ça va faire 2% du PIB. Oui, pourtant, on pourrait imaginer que c'est une grande spécialité française, et ça l'est, et européenne. Mais pour autant, ça représente, c'est 4 fois plus que l'aéronautique. Et en plus, ça a plein d'autres vertus auxquelles je réfléchissais quand on préparait la table ronde. C'est que, d'abord, il y a un fort... Alors, la plupart des gros pourvoyeurs d'activités économiques, souvent, c'est très concentré. L'aéronautique, c'est quelques entreprises avec beaucoup de sous-traitants. C'est très localisé géographiquement. Le tourisme, il a cet avantage, c'est qu'il est bien distribué, avec beaucoup d'ancrage local. Donc, c'est des emplois un peu partout, plutôt que beaucoup d'emplois à un endroit. Donc, ça aussi, c'est une vertu forte du tourisme, parce qu'il est attaché à la géographie aussi, à l'existence d'aménités naturelles. Donc, il est plus fixe que d'autres activités qui peuvent être délocalisées. On délocalise plus difficilement un océan qu'une entreprise. C'est plus compliqué. C'est plus dur. Donc, il y a un ancrage local qui est plus facile, qui est important. Et puis, c'est un autre avantage aussi, c'est que donc, ça a beaucoup d'effets indirects. Voilà, c'est une activité, on voit bien toutes les activités commerciales qui peuvent être associées au tourisme, les activités servicielles qui font vivre beaucoup de gens. Et c'est aussi, c'est intéressant, on n'y pense pas assez, mais c'est aussi des emplois qui ne sont pas extrêmement qualifiés. Enfin, sans que c'est une notion péjorative, mais on a besoin aussi dans une économie d'avoir beaucoup d'emplois qui ne sont pas extrêmement qualifiés. Oui, on a besoin de cuisiniers qui sont qualifiés quand même, des serveurs, on a besoin il y a effectivement énormément d'emplois. Et ce sont ceux qui ont tendance à se raréfier avec le temps, et puis on vit dans une université, on voit qu'il y a de plus en plus de gens diplômés. Bon, bref, c'est une évolution sociétale qui est importante, pouvoir continuer à fournir des jobs, de l'emploi aux gens un peu moins qualifiés. Donc c'est une fonction sociale, c'est ça que je voulais dire. Et d'aménagement du territoire aussi. Et d'aménagement du territoire, évidemment, parce que les points sols, les moins qualifiés... Alors c'est quoi l'aménagement du territoire, en 2 mots? Ça veut dire quoi dans ce contexte-là? Ça veut dire qu'on va essayer d'adapter l'activité économique à la présence de certains, d'un capital social, d'un capital économique, à un endroit donné. Donc là, typiquement, dans l'exemple qu'on vient de donner, on sait que les personnes les moins qualifiées sont aussi les moins mobiles, parce que le capital est moins fort et donc on a moins tendance à aller chercher du travail ailleurs quand on a peu de qualifications. Et donc c'est vachement important d'avoir un secteur économique qui va pourvoir ce type d'emploi au plus proche de celui dont la mobilité est réduite. Et donc de ce point de vue-là aussi, on peut dire que le tourisme, il a une vraie vertu par rapport à d'autres secteurs. Super atout pour la France. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc effectivement, historiquement, c'est pas nouveau. En faisant quelques recherches, effectivement, l'idée du meublé, quand même, ça reste assez récent. Alors on trouve l'activité touristique en France, on trouve même des traces. Alors je suis pas historien, sans doute les géographes par là auraient plus d'informations que moi sur ça, mais dès le 19e, on trouvait des activités, le début des stations balnéaires avec les bains de mer qui avaient des vertus médicinales, ce genre de choses. Donc ça vient très tôt. Ça s'est évidemment beaucoup développé avec l'arrivée des transports, par exemple, les acquis sociaux, l'émergence de la classe moyenne. Tout ça a fait que les gens ont pu, tout au long du XXe siècle, converger vers les endroits un peu sympas pour passer l'été ou pour aller en hiver. Voilà, la montagne, c'est devenu un instrument de loisir. En tout cas, on a pu y faire du ski. Ça doit dater de moitié du XXe. Il y avait un grand plan qui s'appelait le plan Neige dans les années 60 qui avait permis de doter d'infrastructures aussi les montagnes pour développer cette activité-là. Donc aussi, voilà, l'aménagement du territoire, c'est aussi une politique publique qui va favoriser l'émergence d'infrastructures ou même, ça peut passer par la régulation, qui va favoriser l'activité balnéaire, l'activité de montagne, et puis même le tourisme urbain, qui est peut-être un peu plus récent, mais qui, lui, est fortement conditionné aussi par la disponibilité des logements. Et on voit bien qu'Airbnb, par exemple, a beaucoup touché les grandes métropoles urbaines, aussi parce que c'était le lieu, c'est peut-être la question suivante, je déborde un peu, mais en tout cas sur ça. Et donc la massification est arrivée avec Airbnb, parce que tout d'un coup, là, on a un intermédiaire numérique qui fait que l'offre et la demande se rencontrent beaucoup plus facilement. C'est très connu en économie. On est sur un marché où il y avait une espèce de friction. Quand vous cherchez un logement pour passer vos vacances, soit vous connaissez quelqu'un, soit vous avez vu une annonce dans un journal, et puis tout d'un coup, à portée de clic, vous en avez des centaines et des centaines. Oui, en 2 secondes, on peut réserver un logement à l'autre bout de la France ou voire à l'autre bout du monde. Donc ça fluidifie le marché, tout simplement. Donc il y avait déjà une demande, il y avait déjà une offre, mais le fait que les deux puissent se rencontrer beaucoup plus facilement, ça accélère. Et puis du coup, comme il y a plein de gens qui peuvent trouver, ça donne envie aux offreurs de mettre à disposition. Donc c'est un effet auto-entretenu qui fait qu'en quelques années, donc Airbnb arrive en 2014, 13-14, et en quelques années, depuis 2015-2016, on a une croissance exponentielle, effectivement, des locations de meublés un peu partout, dans les stations de balnéaires, dans les grandes métropoles urbaines, à la montagne. Voilà.
On a vu, et notamment ce week-end, des mouvements de protestation européens contre Airbnb, puisque c'est quand même cette plateforme qui est ciblée. On peut en citer d'autres, il ne faut pas faire de jaloux, Booking, voilà, tout ça, des choses comme ça. Notamment des mouvements qui viennent plutôt du sud de l'Europe, Barcelone ou Lisbonne également, où là, les pouvoirs publics ont été extrêmement durs, en tout cas extrêmement régulé le marché. New York aussi a également eu des politiques extrêmement puissantes. Là, on est arrivé à un niveau, et on le voit aussi en France, la loi Lemaire et Chaniz, elle ne sort pas de nulle part. On voit, maintenant, on rentre dans des effets qui sont fortement dommageables y compris pour l'économie des territoires, quelque part, parce que, on en parlera dans la table ronde suivante avec Sylvie Martin, mais on arrive maintenant à des effets qui sont complètement pervers, oui. Même si on a beaucoup d'argent qui arrive. Oui, alors, on pourrait qualifier ça en économie, on parle d'externalités négatives, pour dire ça a des effets sur autre chose que le marché qui est touché. Oui. Alors, principalement, dans la littérature, ce qu'on a vu, c'est que les effets les plus quantifiés, c'est dans les grands centres urbains, les grandes métropoles urbaines qui ont été les premières touchées, pour une raison simple, c'est qu'il y a une petite lutte, quelque part une lutte pour l'espace, entre le touriste et le résident. À d'autres endroits où la proportion, où l'activité économique tourne principalement autour du tourisme, on a peut-être un peu moins cette tension, donc une nécessité de régulation qui viendra un peu après parce qu'on est relativement content de voir l'activité touristique se développer. On l'a vu en France d'ailleurs. Voilà, c'est venu dans un deuxième temps. Voilà, c'est venu dans un deuxième temps, effectivement. Voilà. Et donc les externalités négatives, elles sont très bien documentées, donc ça c'est clairement attesté. Partout où Airbnb prend une part importante du nombre de logements disponibles, on a une augmentation du coût des loyers. On va dire que globalement, pour un taux de pénétration qui augmenterait de 10 points de pourcentage, donc voilà, on aurait quelque chose comme 1, 2, 3 points de pourcentage en plus sur les loyers. On va même jusqu'à quelque chose comme, dans les cas où la pression touristique est la plus forte, on a de l'ordre de 10 points de pourcentage de plus sur les prix du foncier. Donc on peut quand même attribuer à l'augmentation du prix du foncier un bon 10% de points de pourcentage d'augmentation par l'effet de ces meublés-là. Je regardais l'évolution des prix sur la région. Certains secteurs, c'est 50% en plus de 50% en 10 ans. Il n'y a pas de titre bancaire ou boursier qui arrive à ce type de rendement. Alors, comme le disait le député Chaniz tout à l'heure, c'est pas 100% lié effectivement à Airbnb. On a plein d'autres problèmes du logement en France. Il y a une rareté de l'offre et autres. Un problème de stock. Voilà. Mais ça contribue à peu près à hauteur de ça. Ensuite, vous avez tous les effets qui sont très transformatifs autour de l'idée de gentrification, c'est-à-dire cette idée que ça va accentuer une forme de ségrégation spatiale. Donc, les quartiers, donc quand le prix du foncier augmente, forcément des gens vont investir dans ces quartiers-là. Donc, ça va faire venir une typologie d'investisseurs et d'habitants très particulière. Et ça contribue aussi à une forme de ségrégation spatiale qui fait que les gens bien portants résident un peu tous au même endroit. Et puis, ils vont évincer les gens moins bien portants qui vont se regrouper à d'autres endroits. Voilà, c'est ça. C'était un peu le sens. Et donc cet effet qu'on attribue à la gentrification touristique, c'est-à-dire que par le tourisme, on crée des espèces de petits clusters comme ça. Alors c'est peut-être pas prégnant partout, mais en tout cas il y a des zones où c'était un peu, on l'entendait dans le discours des élus jusqu'à maintenant, il y a des zones entièrement dévolues au tourisme, où le prix du foncier fait que des habitants résidentiels de la classe moyenne ne pourront plus jamais habiter. Donc ça, c'est des effets de ségrégation et transforment aussi beaucoup la ville. Parce qu'il transforme le quartier, il transforme l'ambiance du quartier, Exactement. Il transforme les aménités commerciales disponibles dans ces quartiers. Et puis on peut supposer que dans un quartier dans lequel il n'y a plus que des bars et des restaurants, c'est pas forcément très intéressant d'y habiter et d'y résider, parce que moi en tant que résident, j'ai besoin d'un peu d'autre chose que ça. Donc du coup, ça crée une incitation pour les résidents à se mettre ailleurs. On a besoin d'autre chose que du thé matcha. Un peu, oui. Quand on est résident, on veut bien l'avomatique par exemple, chose dont le touriste n'a a priori pas besoin. Mais pour les étudiants, c'est important. Il y avait des témoignages, je vous invite à lire un article dans le Monde de ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez lu Sylvain, mais un témoignage sur ce mouvement de contestation, et notamment des témoignages dans les commentaires qui racontaient qu'à Lisbonne, en fait, il y avait plus autre chose que des restaurants et du thé matcha. Et les gens qui visitent là, ils n'ont plus de boulangerie, ils n'ont plus de boucher, ils n'ont plus rien.
Oui, quand on va dans les grandes métropoles européennes, c'est vrai qu'elles se ressemblent un peu toutes et de plus en plus. On y trouve un McDo, on y trouve un Starbucks, on y trouve et c'est vrai que le centre-ville de Lisbonne ressemble beaucoup à celui de Londres, qui ressemble lui-même beaucoup à celui de Berlin et à certains quartiers parisiens. Et donc ça homogénéise aussi peut-être un peu, mais parce que la demande s'homogénéise, c'est-à-dire que les gens qui résident ponctuellement là sont des gens qui veulent la même chose et ils ont pris en quelque sorte un peu le pouvoir sur l'espace. Donc les aménités, l'activité économique s'adaptent autour de ça. On ne voyage plus, on change de décor. Ouais. Et ce qui est toujours marrant, c'est que le touriste Airbnb, quand même, on a tous un peu ça. Enfin, moi, j'en fais partie aussi. Si on loue un Airbnb, c'est parce qu'on a tous envie d'habiter au plus près on veut vivre l'expérience du résident. Des vrais gens. C'est ça. On ne veut pas être dans une chaîne d'hôtels au milieu. Et quelque part, on peut imaginer que le touriste Airbnb contribue aussi un peu à détruire ce qu'il vient chercher. Donc ça fait partie des paradoxes du tourisme Airbnb, quoi. Alors, est-ce que la régulation, ça marche, Sylvain Dejean ? Ah oui, ça marche très bien. Alors là, pareil, dans la littérature, on commence à avoir un recul assez intéressant sur ça. D'abord parce que, et alors ça c'est le bon côté, c'est que tout le monde a remercié le député Echaniz pour la loi Le Maire-Echaniz parce qu'elle va permettre d'avoir des outils de normaliser en quelque sorte la régulation. Mais ce qui est marrant, c'est que tous ces phénomènes-là un peu disruptifs, pour employer un mot à la mode, ils viennent perturber quelque chose qu'on ne peut réguler que quelques années après. Mais c'est forcé. Vous pouvez pas anticiper, la loi ne peut pas anticiper les modifications d'un marché. Et donc pendant ce court laps de temps-là, on a une espèce de petite panique générale où tout le monde fait de son mieux. Et ce qui est marrant, c'est qu'en termes de régulation, tout le monde a essayé des trucs un peu différents. Parfois même, c'était même pas légal. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de recours. Et dans le monde entier, chacun a fait des choses un peu différentes. Alors ici, on interdit dans un quartier. Ici, on va réduire à 30 jours le nombre de jours où on peut louer sa résidence principale. Ici, on va monter la fiscalité. On est à Saint-Malo. Tiens, on va décider que dans ce quartier, c'est 30% d'Airbnb. Donc en fait, tout le monde a essayé des trucs un peu différents. Et pour nous, chercheurs, c'est pas mal parce que ça permet de comparer ces régulations-là, qui sont toutes hétérogènes. Et donc, quand ça marche, par exemple, nous, on a étudié la régulation à Bordeaux, qui est une régulation qui était proche de celle de Paris. C'était l'idée de la compensation. Donc, si vous voulez louer votre résidence secondaire, vous pouvez, c'est possible. Par contre, vous devez, parce que vous retirez une résidence du parc locatif résidentiel, vous devez compenser en allant acheter la même surface, au même endroit, dans un local commercial, et le transformer en résidence principale. Autant vous dire que ça équivaut à interdire, en tout cas, le développement d'Airbnb. Donc ça c'est très radical. Nous, on l'a estimé à Bordeaux, ça fonctionne très très bien. On avait estimé précisément, c'est des dizaines de milliers de nuitées qui ont été évitées par ce biais-là. Donc ça fonctionne. Et ensuite, il y a d'autres régulations qui ont des effets parfois un peu pervers. Je ne sais pas si on peut parler de ça. Mais oui, il faut parler de tout. Oui, par exemple, notamment dans la loi, c'est dommage que le député soit parti, mais par exemple, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu titillé dans la loi Echaniz-Le Maire, c'est cette idée qu'on peut spatialiser la régulation. Donc on peut dire, dans tel quartier ou telle résidence, je vais interdire d'y faire de la location de meublés de tourisme, je vais la réserver aux locations principales. En fait, il y a plusieurs preuves dans la littérature qui ont montré que quand on spatialisait la régulation, ça avait des effets de bord très forts. Typiquement, il y a un papier qui a bien montré à la Nouvelle-Orléans ce qui s'est passé quand ils ont tenté de réguler le quartier français, qui était le quartier le plus riche à la Nouvelle-Orléans. Donc parfait, il y a quelques pâtés de maisons là, comme ça, dans lesquels on a interdit. Mais à la limite de ces quartiers, à la limite de ce zonage-là, mais forcément, c'est l'endroit où tout le monde a envie d'être, au plus près de là où ils ne peuvent pas être. Et donc forcément, tout d'un coup, le prix augmente. C'est-à-dire que vous êtes du côté de la rue, c'est interdit, et puis vous passez la rue, et tout d'un coup, le prix augmente, et donc vous avez des activités un peu spéculatives qui sont à la lisière. Et à Bordeaux, on l'avait un peu vu aussi ça, parce que Bordeaux, quand ils ont mis la compensation, c'était à la limite de la ville de Bordeaux, pas de la communauté d'agglomération. Les communes Talence, Bègles, tout ça. Et donc, à la frontière, il y a bien un endroit où il y a un côté de la rue, c'est Bordeaux, et un côté de la rue, c'est Bègles. Bon, et bien, de ce côté-là de la rue, on a vu, du côté Bègles, il y avait une croissance du nombre de locations de meublés. Et des prix des biens immobiliers. Voilà, et donc ça crée des discontinuités spatiales comme ça, qui posent d'autres problèmes finalement à la politique publique. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais je dis que tout ce qui relève de la limitation dans l'espace ou dans le temps, ça crée souvent des espèces de discontinuités, des effets de seuil, qui sont exploités par celui qui a besoin ou celui qui a l'ingénierie intellectuelle qui va lui permettre de trouver un moyen de continuer à spéculer ou autre. Donc voilà, c'est juste qu'il faut... toutes les régulations ne se valent peut-être pas. Ouais. Alors, vous n'avez pas pu en parler au député Echaniz, mais j'en ai parlé à son assistante. Justement, j'ai évoqué avec elle, quand on a préparé ce débat, ces effets de bord et ces effets de périmètre dont ils ont bien conscience, bien sûr. Mais bon, voilà, il y a aussi un certain pragmatisme à avancer. Et on voit qu'il y a de la ressource, parce que visiblement, s'ils s'attaquent aux frais réels, là, ça va faire mal, puisqu'il y a quand même pas mal d'impôts qui échappent effectivement avec ce type de déclaration.